Nous sommes un gouvernement fédéral, dit-il. Nous avons nos règlements. Nous allons réglementer nos propres pêches. Nous ne sommes pas hors saison. Nous n'avons simplement aucune saison. Puis, le conseil de bande distribue à ses membres des permis et des étiquettes pour les casiers, non pas ceux émis par Pêche et Océan, mais les leurs. Ils disent qu'ils en ont ras-le-bol d'attendre ces fameuses négociations qu'ils attendent de faire avec le fédéral pour déterminer ce que signifie exactement une pêche de subsistance telle que prévue par l'arrêt Marshall. Le fils de Donald Marshall, Randy Shank, dit que son père serait bien fier de lui. Un peu plus loin, sur la terre ferme, un autre groupe, les pêcheurs non autochtones, observent la scène et réclament que Pêche et Océan rétablissent l'ordre et appliquent la loi rapidement, sans quoi la tension risque encore de monter. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Halifax. Moi, je suis d'accord avec la décision de la Cour suprême à ce qui est de rapport avec leur nouvelle clarification. Celle-ci précise que les Autochtones ont le droit de pratiquer la pêche lorsque les mesures sont justifiées. Non, Danny, je ne suis pas d'accord avec toi. Les pêcheurs autochtones brisent le droit de nos pêcheurs néo-brunswickois. Mais en fait, je suis français ou autochtone? Là, je suis perdu. Gilbert, Tala et Talassi, venez vous asseoir avec nous. Moi et Danny, nous allons raconter les origines d'Adriel avec votre aide. Eh bien, en Europe, des rois de quelques pays ont envoyé des explorateurs à la recherche d'une route maritime qui permettrait d'atteindre l'Asie, pour accéder à ces richesses sans passer chez les Turcs ou les Italiens. Mais l'explorateur le plus connu est Christophe Colomb. Il a traversé l'Atlantique pour essayer de trouver un chemin vers l'Asie en 1492, mais il a débarqué en Amérique. Puis après, plusieurs explorateurs l'ont suivi, dont quelques-uns qui ont été envoyés par le roi de France, comme Giovanni da Verrazzano et Jacques Cartier, dont quelques voyages furent des échecs. Maintenant, je vais te dire quels étaient les objectifs de nos ancêtres chez les Français. Ils voulaient trouver la route maritime vers l'Asie, comme la plupart des pays européens, créer plusieurs colonies pour concurrencer ses rivaux, trouver des métaux précieux pour devenir plus riches, puis évangéliser les Autochtones, ce qui est considéré comme devoir essentiel pour un roi catholique. Il y a environ 12 000 ans, la fonte des glaciers se poursuit et libère des territoires. Petit à petit, le sud du territoire actuel du Québec se couvre d'une toundra favorable à la vie animale. Nous et d'autres nations autochtones occupent le territoire actuel du Québec. Les ancêtres des Autochtones s'établissent sur des territoires variés. Ils développent des modes de vie distincts et forment progressivement des nations. On les regroupe en 3 familles linguistiques. La famille Esquimaux-Alioutes, qui sont les Inuits, la famille Algonquienne et la famille Iroquoienne. Les Inuits ont un mode de vie nomade et leur subsistance est principalement basée sur la chasse et la pêche. Les Algonquins sont aussi nomades, mais leur subsistance est basée surtout sur la chasse. Les Iroquoiens, quant à eux, sont sédentaires et ils pratiquent l'agriculture. À l'époque, notre but de commercer avec les autochtones était d'apporter les fourrures que nous recevons en France, car ces peaux étaient servies à la confection de chapeaux qui étaient à la mode. Et vu que nous n'étions pas beaucoup, nous avons eu recours aux excellentes reconnaissances de territoire et à leurs techniques de chasse aguerries des autochtones. C'est pour ça que les Premières Nations sont des partenaires de chasse indispensables. Selon la perspective des Autochtones, ce marché est plus avantageux pour eux, puisque leur territoire compte beaucoup d'animaux à fourrure qu'ils peuvent facilement abattre afin d'obtenir leur pelage pour les échanger contre des produits utiles. Les systèmes d'alliance entraînent parfois des conflits qui peuvent mener à la guerre. La guerre peut mener à la capture des prisonniers et ils peuvent être adoptés ou mis à mort. Bon, alors, l'organisation sociale est différente dans chaque nation. Chez les Inuits, leur organisation sociale est simple, souple puis bien adaptée aux activités liées à leur mode de vie et à leurs déplacements chaque saison. Par exemple, en hiver, plusieurs familles nucléaires. Eh bien, une famille nucléaire, mon fiston, est composée des parents puis les enfants, ou amis se rassemblent pour former des campements pour affronter la température glaciale de l'Arctique et accumulent des réserves de nourriture pour tenir des mois. Et en été, ils se séparent beaucoup plus car les petits groupes facilitent les activités de chasse
et de pêche. Et ça, c'est une structure patrilinéaire. Chez les Algonquins, l'organisation sociale change beaucoup d'une nation à une autre, comme par exemple, eux qui sont situés au nord des Grands Lacs ont une organisation simple, souple et adaptée aux déplacements saisonniers. Comme en automne, les familles se réunissent pour former un petit groupe pour se déplacer vers des territoires de chasse et pour établir des campements d'hiver. Et en été, les ressources permettent de réunir plusieurs familles à en former des groupes de 100 à 200 personnes et faire des plus grands campements que les campements d'hiver, et c'est une structure patrilinéaire tout comme les Inuits. Chez les Iroquois, les villages rassemblent des centaines ou même des milliers de personnes, ce qui fait que ces organisations sociales plus élaborées que celles des groupes Inuits et Algonquiens, comme les Clans et aussi leurs villages, sont formés de maisons longues et ils sont issus d'une structure matrilinéaire, ce qui est différent aux Inuits et aux Algonquiens. Ah oui, j'ai pas oublié de te dire c'est quoi une structure patrilinéaire et une structure matrilinéaire. Une structure patrilinéaire, c'est quand la filiation s'établit du père aux enfants, puis une structure matrilinéaire, c'est quand la filiation s'établit de la mère aux enfants. Les décisions concernant nous tous sont prises collectivement et en conseil. Mais pour les Inuits, elles résultent d'un consensus. Mais pourquoi tant de colère entre ces deux peuples? Nous sommes tant pareils d'un côté comme de l'autre. D'un côté, dans le passé, la France donnait aux autochtones des outils sans valeur à leurs yeux contre de la fourrure de castor, un élément d'une importance capitale économiquement. Et de l'autre côté, les autochtones échangeaient la fourrure de castor sans valeur par des outils révolutionnaires à leurs yeux. Dans tous les cas, les deux peuples s'entendaient très bien. Même que les deux peuples ont pu se relier grâce à certains mariages mixtes. C'est d'ailleurs comme ça que je suis né, je crois. N'est-ce pas? Donc je ne trouve vraiment pas de place valable aux disputes entre nos deux peuples formidables.